alors le défunt. Monsieur Barnaby? Yes! C'est la police! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est plaint du bruit ou quoi? Non, nous ne sommes pas là pour ça. J'allais vous dire qu'il n'est pas facile de maîtriser les bruits d'un feu d'artifice. Je suis là pour arrêter votre femme. Annie Woodrow, je vous arrête pour le meurtre Oh, une petite Laissez-moi finir, s'il vous plaît, monsieur. Sur présomption du meurtre de Frances Trevelyan. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais vous pourriez nuire à votre défense si vous ne mentionnez pas quelque chose que vous utiliserez à votre procès. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous comprenez? Oui, je comprends. Veuillez venir au poste avec nous, s'il vous plaît. Je vois pas pourquoi je peux pas y aller. C'était ma mère aussi. T'es trop jeune. C'est pas juste. Très franchement, tu ferais peut-être bien de penser un peu moins à toi. Excuse-moi. Et un peu plus à papa. Ed, écoute. S'il te plaît, papa, je peux venir avec vous. On peut tous penser à quelque chose qu'on préférerait faire aujourd'hui. Malheureusement, la vie n'est pas comme ça. On doit parfois faire des choses qu'on aimerait éviter. Je retrouve là-bas. On peut pas arriver ensemble, non. Habille-toi classique. Tu sais ce que tu vas mettre? Voilà, ça c'est très bien, ouais. Juste un reptile de la gazette locale et un futur paparazzi. C'est tout. Pourquoi Monsieur Woodrow, la gazette de Costa. Ma femme dit qu'elle est innocente et c'est bien suffisant pour moi. Oui, mais... C'est tout ce que j'ai à dire. Vous voulez bien juste nous dire, s'il vous plaît, comment ça a affecté vos relations intimes? Oh, bonjour, Andrew.
C'est votre grand jour aujourd'hui. Oui, c'est mon grand jour. Tout est là-dedans. Bien, on est parti. J'espère que ça va aller. Je me ferai un ennemi ou deux, quoi qu'il arrive. À plus tard. Au revoir. Tu viens, Danny? Tu prends ton dinosaure? Au revoir, Danny. Asseyez-vous. Alors, de quoi on parle exactement? D'un complice? C'est possible. Elle nous cache énormément de choses encore. Il est très possible qu'il devrait y avoir quelqu'un près d'elle dans le box. On devrait improviser alors. Oui. Si quelque chose vous paraît curieux, comme par exemple quelqu'un dont le regard croise souvent le sien, ou quelqu'un un peu agité, vous voyez, nerveux, veuillez le noter. Et vous garderez aussi un œil sur le mari de la victime, John Trevelyan. Il a nié avoir des relations avec les autres. Et je ne sais pas trop si je dois le croire. Il a un alibi en béton, bien sûr. Ça semble évident qu'elle craquait pour lui. Elle craquait pour lui? C'est le consensus général. Oh, s'il vous plaît. C'était le mari de mon ami d'enfance. Annie, il faut que nous ayons confiance l'un en l'autre. Je vous ai dit ce que je faisais là-bas ce soir-là. Si vous ne pouvez pas l'expliquer au tribunal, je le ferai. Même s'il continue à laisser entendre que vous étiez quelqu'un de sournois, d'obsédé, que rien n'arrêterait, pas même le meurtre d'une amie d'enfance pour avoir ce que vous voulez. Taisez-vous! Tout est faux. Je crois que vous faire venir à la barre n'est pas une bonne idée. Monsieur Woodrow! Monsieur Woodrow, s'il vous plaît! Monsieur Woodrow! Splendide véhicule. Oui, c'est celui du mari de l'accusé, Lance Woodrow. Monsieur Woodrow! S'il vous plaît! Il n'a pas été mêlé à un scandale avec une chanteuse? Par ici. Oui, Merci. même plusieurs. Bonjour, monsieur Woodrow, la Gazette de Coston. Vous pouvez nous accorder un moment, s'il vous plaît? Laissez-moi arriver. Vous pouvez nous dire comment votre mariage a été affecté par l'arrestation de votre épouse, s'il vous plaît? Je défends ma femme à 100%, alors s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous demander de respecter notre intimité en ces temps on ne peut plus difficile? Quelles étaient très exactement les relations entre votre femme et madame Trevelyan? Monsieur Woodrow, s'il vous plaît, Je viens d'entendre quelque chose d'un des bénévoles du service d'aide aux témoins. C'est peut-être rien, mais il a appelé madame Beverly pour confirmer l'heure où il passerait la prendre. Il n'y a pas eu de réponse. Oh, bien sûr, elle était peut-être sortie, mais c'est un témoin important. Oui, c'est exact. Bon, écoutez, accordez-lui 2 ou 3 heures, et si vous n'avez pas de nouvelles, vous nous téléphonez. D'accord, vous savez qu'elle a déménagé? Oui, elle est où? Et les foyers plus haut sur la route de Coston. Je suis persuadée qu'elle se présentera. Parfait, merci. Mais dites-moi, il faut que je me sauve, je dois passer prendre Cully à la gare. Si vous voyez quelque chose d'intéressant, vous nous appelez. D'accord. Laissez-moi vous présenter Monsieur Barnaby. Monsieur Trevelyan. Bonjour. Je vous présente mes filles, Sophie et Ed. Ah oui, je m'en souviens. Et bien sûr ma mère, Gwen. Enchanté. Bonjour. Bien, j'espère que ça ne va pas être trop dur pour vous tous. Ils se débarrassent de moi pour la journée. T'es trop jeune. C'est pas parce que je suis trop jeune. C'est parce que je crois pas qu'Annie ait tué maman. Et ils ont peur que je le dise. On tente maintenant. Allez, viens, chérie. Il vaut mieux que j'y aille. Au revoir, Monsieur Barnaby. Au revoir.
En fait, je ne suis pas vraiment sûr de vouloir citer votre mari comme témoin. Je vous laisse décider. Il voulait que vous sachiez que même si vous ne le voyez pas avant qu'il vienne témoigner, il serait là, dans la salle, tout près. Tout va bien? Oui, ça va. Je ne sais pas si vous serez appelé aujourd'hui, mais si vous avez besoin de quelque chose, vous appelez le service d'aide ou témoin. D'accord? Merci. Venez, Madame Woodrow. Au revoir, Monsieur Barnaby. C'est parce que je ne crois pas qu'Annie ait tué maman. Vous lui avez dit? Non, je ne lui ai rien dit. Mais je crois qu'elle sait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'intérieur, dans la cuisine. Papa! Mais je crois qu'elle sait. C'est pas parce que je suis trop jeune. C'est parce que je ne crois pas qu'Annie ait tué maman. Le prochain train arrivera sur le quai numéro 2. Papa? Ça va? T'es arrivé d'où? J'ai pris un train plus tôt et j'ai eu envie d'un café. Je m'attendais à voir maman. Oui, ta grand-mère s'est cassé un bras. Elle va bien, mais elle ne peut manifestement pas s'occuper de sa maison. Donc ta mère est montée 2 jours pour lui donner un coup de main. Tu sais comment est ton grand-père? Inutile. Comment c'est arrivé? Comment? Elle était sur une échelle, elle cueillait des pommes et elle est tombée. On vous accuse d'avoir assassiné, le 17 février dernier, Frances Claire Trevelyan à son domicile de Midsomer Malham. Qu'est-ce que vous plaidez? Coupable ou non coupable? Non coupable. La couronne va prouver, avec une quasi-certitude, que l'accusée qui est présentée devant vous, assise si humblement, a tué, c'est-à-dire battu à mort, sa vieille amie d'enfance, Frances Trevelyan, l'abandonnant dans une mare de sang sur le sol de la maison familiale. La raison? Elle voulait le mari de Frances. Et Frances, sa vieille amie d'enfance, se dressait sur son chemin. Mais non seulement l'accusé tue son ami, privant de par le fait John de son épouse bien-aimée, et pour leurs 2 jeunes enfants, Sophie et Ed, de leur maman bien-aimée. Mais ensuite, elle compose avec ce crime, avec une hypocrisie répugnante. Cachée sous le manteau d'une supposée amitié,
elle s'approche de sa proie, John, pour le réconforter dans son malheur. Jour après jour, avec des petites étreintes et des gestes de soutien physique, elle enfonce graduellement ses griffes en cet homme vulnérable et blessé. Son intention est de manipuler cet homme entre ses mains. Elle arrive à 6 heures, je ne devrais pas être en retard. Ta mère nous a fait un de ses petits ragoûts. Oh. Génial. Il y a toujours le Taj Mahal, on ne sait jamais. Oui? Non, c'est vrai. Très bien, je m'en occupe, merci beaucoup. Faut que je trouve des témoins, tu imagines? Je t'embrasse et je m'en vais. C'est l'affaire Annie Woodrow? Oui. Alors, elle n'a pas changé sa façon de plaider à la dernière minute? Non, en fait, non. Mais tu te souviens de ça? Oui. Tu as toujours dit qu'elle finirait par plaider coupable. Au revoir. Au revoir. Vous allez voir que la maison de Madame John Beverly est positionnée entre le domicile des Trevelyan et le domicile de l'accusée, Annie Woodrow. Vous allez voir aussi que la maison des Trevelyan, où la victime est morte, est située tout au fond d'un cul-de-sac. Toute personne aperçue s'avançant dans ce cul-de-sac est raisonnablement censée se rendre à la maison des Trevelyan. Oui. Elle semblait bien. J'ai vu tout à l'heure, ça allait. Madame Beverly? C'est froid. Vous ne voyez pas où elle peut être? Non. Viens, ma chérie, allons au déjeuner. Ils ont suspendu l'audience pour le déjeuner. Je viens de voir quelqu'un qui semble quelque peu douteux. Nombreux contacts visuels avec l'accusé, vous voyez ce que je veux dire? Très bien. De toute façon, je suis en route, je vous rejoins. Ben Jones, n'est-ce pas? Police judiciaire? Oui, c'est moi. Mark Thomas, la Gazette de Coston. Vous m'intriguez. Il y a une raison particulière pour que vous soyez dans ce tribunal aujourd'hui? Ça semble inhabituel. L'enquête est close. Simple curiosité. Excusez-moi. Bonjour, un soda, s'il vous plaît. Bonjour. On commençait à s'inquiéter. C'est vraiment désolé. Service d'aide aux témoins. Vous ne vous souvenez pas? Tout était arrangé. Je sais qu'on en a parlé. Allez, vous êtes là. Je suis désolée. Oh, monsieur Barnaby. Enfin, vous voilà. Vous ne m'avez tout de même pas recherché, vous aussi. Est-ce que je peux être agaçante, pardon? Oh, et mon coussin, Jamie. N'oublie pas le coussin. C'est pour mon coccyx douloureux. Que voulez-vous, inspecteur? C'est l'âge. Il y a peu de chances qu'elle soit citée aujourd'hui.
Oui? Chef, je viens d'échanger quelques mots avec la personne dont je vous ai parlé. Je pense qu'elle mériterait d'être interrogée. Vous êtes où, là? Je vois que vous avez réussi à faire venir le témoin vedette. Bien, je viens tout de suite. Je me demande pourquoi la police judiciaire envahit le tribunal. Ben Jones est resté dans la galerie toute la matinée. Ça semble curieux, vous ne trouvez pas? C'est sûrement pour vérifier que tous les témoins sont là. En fait, il faut présenter tellement de preuves que cela pourrait finir par nous être bénéfique. Je vais témoigner, un point c'est tout. Bonjour. Jamie. Je vous parlerai plus tard. Je ne voulais pas vous interrompre, je voulais juste dire que j'étais désolé pour... En fait, il se trouve que j'ai fait une déposition à la police et ils insistent pour que je témoigne. Vous êtes témoin. C'est votre boulot. Un autre soda, s'il vous plaît. Vous êtes flic, n'est-ce pas? J'en étais sûre. Où est votre poste? À Coston, sans doute? Vous avez participé à l'enquête? Oui. Alors vous devez connaître l'inspecteur Chef Barnaby. Moi aussi, Quand on parle du loup... Prudence Plunkett. Ça fait plaisir de vous voir. Je pensais bien tomber sur vous. Vous prenez un verre? Avec plaisir, bien sûr. Un petit scotch, s'il vous plaît. Si j'ai bien compris, c'est votre inspecteur. Juste officier de police. Vous n'allez pas tarder à le devenir. Et vous... Nous bavardions à propos de la pauvre Annie Woodrow. Oh, vous avez un intérêt professionnel dans cette affaire criminelle? Non. J'ai proposé d'être témoin de moralité, mais il tergiverse encore, donc je suis là juste pour apporter du réconfort. Jones Prue est psychiatre clinicienne. En général, elle témoigne comme experte. Bien sûr, vous connaissez très bien Annie Woodrow. Elle était bénévole à l'aide aux seniors. Et aussi, bien sûr, je connaissais Frances par le comité. Vous connaissez aussi les enfants Trevelyan? Oui. Je crois que Ed assume mieux la douleur de la disparition que sa sœur, mais c'est terrible pour n'importe quel enfant. Pourquoi cette question? J'ai vu la jeune Ed aujourd'hui avec sa famille, et elle m'a dit qu'elle ne pensait pas qu'Annie avait tué sa maman. À mon tour de vous poser une question. Est-ce que vous saviez qu'Annie Woodrow projetait de déménager, de repartir pour Londres avant cette histoire? Non, je l'ignorais. Elle a dit pourquoi? Elle n'a pas eu à le faire, c'était évident. Elle voulait éviter de voir John. Elle m'a parlé de ses projets, quelques jours seulement avant ce terrible meurtre. Elle allait renoncer à son rôle de bénévole dans les œuvres caritatives parce qu'elle allait passer plus de temps à Londres. Je n'ai pas prêté particulièrement attention à cette nouvelle, à cette époque. Maintenant, je crois que ça peut être important. Quoi qu'il en soit, Annie se retrouve au pied du mur maintenant. Et c'est largement dû à votre talent pour rechercher des indices. Vous avez toujours été à 100% sûr de la culpabilité d'Annie? Oui, je l'étais. Vous avez bien fouillé son passé? J'ai été ravie de vous voir, Tom. Moi aussi. Enchantée de vous avoir rencontré. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Le dossier à charge contre Annie Woodrow repose sur l'idée qu'elle souffrait d'une espèce d'obsession amoureuse envers le mari. Mais alors pourquoi avait-elle prévu de déménager? Pour éviter les peines de cœur? Partir au loin pour s'éviter des peines de cœur, c'est le geste d'une personne rationnelle, Jones. Pas celui de quelqu'un souffrant de délire obsessionnel. Enfin bref, ça n'a rien à voir. À demain. Au revoir. Dis bonjour à ta mère, Ed. Salut. Hé. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur.
Dans la cuisine, sur la gauche. Vous saviez qu'Annie projetait de déménager très loin? Vous avez toujours été à 100% sûr de la culpabilité d'Annie? Vous avez fouillé son passé? C'est parce que je ne crois pas qu'Annie ait tué maman. Je crois que la plante a besoin d'eau. Je vais voir si je peux en trouver. John Trevelyan. Tiens le coup. Tenez le livre de la main droite et lisez la carte, s'il vous plaît. D'accord. Je jure devant Dieu Tout-Puissant de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Trevelyan, pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez avant de rentrer chez vous, ce soir-là? J'ai travaillé à mon bureau. J'avais fini un peu tard. Après une réunion avec mon associé et notre comptable, la routine, quoi. Et quand votre réunion s'est terminée, vous êtes rentré seul chez vous en voiture? En effet. Pouvez-vous nous raconter, s'il vous plaît, ce qui s'est passé quand vous êtes rentré dans la maison? J'ai franchi la porte d'entrée. J'avais d'abord garé la voiture dans le garage. Les lumières étaient allumées, comme d'habitude. La radio marchait dans la cuisine. Alors, j'y suis allé. Frances. J'ai voulu sentir son pouls, mais je savais qu'elle était morte. Les blessures à la tête étaient si... Elle ne présentait aucun signe de vie? Non. Bien. Nous allons évoquer vos relations avec l'accusé. Vous voulez nous les décrire, s'il vous plaît? Nous étions amis. Rien de plus? De bons amis, je pense. En effet. Et pouvez-vous nous dire si vous étiez conscient que l'accusé éprouvait une attirance pour vous, romantiquement ou sexuellement? Je suppose que je n'étais pas sûr. Mais vous pensez que c'était possible? Maître Flint. Pardon. Vous n'étiez pas sûr qu'elle était attirée par vous? Je crois que nous comprenons. Je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas de questions. Vous ne souhaitez pas interroger le témoin, maître Bromwell? Non, nous ne le souhaitons pas. Je pense qu'il va suspendre l'audience. Donc je ne vais pas témoigner aujourd'hui. Rentrons chez nous. Et ton poulet tandoori. Papa, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce ragoût? Oh, Eric en raffole, voyons. Eric, c'est le labrador des voisins. Alors, tes commentaires sur ce qui s'est passé au tribunal? Nous n'en sommes qu'au début, mais le jeune Jones ouvre l'œil pour moi. Vraiment?
Donc tu crois qu'il a peut-être quelque chose différent de ce que tu pensais? Ça n'a jamais été une affaire très claire, je le reconnais. Mais oui, en fait. J'ai bavardé avec une psychiatre clinicienne qui connaît très bien Annie Woodrow. Prue Plunkett, je te l'ai présentée? Non, je crois pas. Non? Ah bon. Elle m'a appris quelque chose sur Annie Woodrow qui ne cadre pas trop avec la façon dont devrait se comporter Annie si elle était coupable. Tu crois qu'elle pourrait être innocente? Toutes les preuves sont toujours contre elle. Dis-moi, papa, est-ce que tu pourrais m'avoir une place dans la galerie? Oui, bien sûr que je pourrais. Oui, et en fait, j'aimerais savoir ce que tu penses d'elle. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai glissé sur un raisin. Attends, je vais t'aider. Je crois que ça améliore le goût. John? Ça va? Non, ça va pas. Oh non, bien sûr que non. Oh, je suis désolée. Oh, ne vous inquiétez pas, il faut juste que je traverse cette épreuve. Je suis désolée, mais il fallait absolument que je te voie. C'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister. Oh, ce que j'aime cette tenue. Ça fait très cadre supérieur. Est-ce que je pourrais en voir un petit peu plus, mademoiselle? Il n'y a pas eu de courrier ce matin, je suppose. Si ça avait été le cas, vous auriez été le premier à le savoir. Je dois vous dire que je ne trouve pas qu'Annie Woodrow se présente comme étant une coupable évidente. Oui, mais elle excelle dans le mensonge, Jones, et elle nous en a dit beaucoup. Cela dit, il reste toujours une question très obsédante. Regardez, le téléphone est près du corps. Le dernier numéro qui a été composé sur cet appareil est celui de Madame Beverly. Le témoin. Le témoin. Elle a reçu un appel à peu près à l'heure du meurtre. Madame Beverly nous a dit que Frances Trevelyan, qui est la victime, était près de la maison ce jour-là, essayant de la convaincre d'utiliser les services de l'aide aux personnes âgées. Donc, cela pourrait être l'objet de cet appel téléphonique. Vous croyez qu'il y a autre chose? Madame Beverly a dit que l'interlocuteur à l'autre bout du fil n'avait pas parlé. Il est donc possible que ce soit l'assassin lui-même qui ait raccroché. Des empreintes? Aucune empreinte. Il était aux environs de 7h10 et je venais de laisser entrer mon chat par la fenêtre du salon quand la lumière de l'alarme s'est allumée. C'était Annie Woodrow. Et elle se dirigeait dans quelle direction? Elle se dirigeait vers la maison des Trevelyan. Et comment vous a-t-elle semblé? Elle marchait de façon décontractée? Elle était dans un état particulier? Elle m'a paru quelque peu pressée. Vous souvenez-vous de ce qu'elle portait? Eh bien, je me rappelle qu'elle ne portait pas de manteau ni de gants. Il faisait plutôt froid à cette époque, c'est pour ça que je me souviens. Et pouvez-vous nous parler de ce coup de téléphone que vous avez reçu plus tard dans la journée? Celui ou celle qui a appelé n'a rien dit, on a vite raccroché. À quelle heure précisément a eu lieu l'appel? Il devait être à peu près 7h30. Vous avez fait le numéro qui identifie l'appelant? Oh oui, bien sûr.
Je l'ai fait parce que je trouve ces plaisanteries très désagréables. C'était un numéro local. Je l'ai reconnu. C'était celui des Trevelyan. J'ai cru qu'elle téléphonait au sujet de sa visite de l'après-midi et je ne tenais vraiment pas à en discuter. Sincèrement, un centre de premier secours. J'avoue que je n'étais pas très emballée. Oh, bien sûr, je n'ai aucun droit d'être ingrate. Mais pour tout vous dire, j'ai préféré l'approche d'Annie. Elle venait proposer de faire mes commissions ou bien de m'emmener chez le coiffeur. Mais sans jamais être indiscrète. Une gentille femme, me semblait-il, amicale. Il est dur d'imaginer qu'elle puisse être une criminelle. Vous portez des lunettes, Madame Beverly? De temps en temps. De temps en temps. Et je constate que vous n'en portez pas aujourd'hui. Vous avez une bonne vue. Bien, nous ne parlons pas de lunettes pour lire, n'est-ce pas? Votre opticien vous a prescrit des lunettes parce que votre vue était déficiente, mais vous ne les portez que de temps en temps. C'est toujours exact? Je les portais ce soir-là. Vous en êtes sûr? J'avais regardé la télévision et j'étais seule. Je suis moins coquette quand je me retrouve seule. Je ne connais pas très bien les Trevelyan, mais en tout cas, je ne leur connais pas d'ennemis. Je suis sûr de te l'avoir dit à l'époque. Un peu tard pour avoir des doutes, Tom. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas vraiment de raison, en fait. C'est juste des réflexions que m'ont faites certaines personnes. Prue Plunkett, en particulier. Prue? Ça ne compte pas comme preuve, et ce n'est que son opinion, mais... Elle n'est pas idiote. Non, rien de là. Écoute, George, j'ai parcouru à nouveau toutes mes notes de l'enquête, et je n'ai trouvé personne qui puisse avoir un semblant de mobile à part Annie. Personne. Ma mère était trop gentille pour dire quoi que ce soit. Mais on pouvait voir qu'elle la détestait. Votre mère était consciente de l'obsession de l'accusé pour votre père? Oh oui. Elle ne venait à la maison que quand papa était là. C'était évident. En quoi était-ce évident? Elle jouait toujours les timides. Elle minaudait. Elle se comportait comme une collégienne idiote. Ça faisait peur. Et ensuite, elle est venue sans arrêt à la maison, après la mort de maman. Faisant comme si elle avait aimé. Trevelyan, je comprends, tout ceci est particulièrement difficile pour vous. Mais dans un tribunal, les témoins ne sont pas censés exprimer leurs opinions, mais uniquement décrire ce qu'ils ont observé. C'est entendu? Jamie Kramer. Allez, viens, on rentre chez nous. Non, papa. Je veux rester. Monsieur Kramer, vous connaissiez aussi bien l'accusée Annie Woodrow que la victime, Frances Trevelyan. C'est exact. Je suis antiquaire. J'ai livré quelques meubles au domicile de Lance et Annie Woodrow. Et la victime, Frances Trevelyan? Je connais les Trevelyan depuis de nombreuses années, au travers des activités du village. Et vous étiez conscient d'une certaine hostilité, d'une tension entre l'accusé et les Trevelyan avant le décès de Frances Trevelyan? Je ne pense pas que j'utiliserais le mot « tension ». Qu'est-ce que vous utiliseriez? Avez-vous eu l'impression qu'Annie Woodrow était physiquement attirée par John Trevelyan?
Oui. Vous diriez que c'était évident? Je l'ai remarqué. Est-ce que Frances Trevelyan était consciente des sentiments d'Annie Woodrow envers son mari? Nous n'en avons pas vraiment discuté. Je me rappelle qu'elle s'en est amusée une fois, quand Anne était écolière et elle en pinçait pour son mari. Vous pensez qu'elle trouvait ça amusant? Pas vraiment, non. Non. Je ne l'imagine pas une seconde. C'était une vieille camarade d'école qui montrait un intérêt sexuel évident pour son mari. Elle devait être écœurée. Nous pouvons peut-être laisser les jurés en décider. Votre honneur. Savez-vous si elle en a parlé en face à Annie ou si elle projetait de le faire? Comme je l'ai dit, on n'en discutait pas. Merci, monsieur Kramer. C'est assez difficile à dire. Il est possible qu'en se mentant à soi-même, on pense dire la vérité et que les apparences trompent les autres. Oui, bien sûr. Papa croit ne pas avoir envoyé le vrai coupable au tribunal. Merci. Mais sérieusement, tout se passe bien? Oui, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Il pensait qu'elle déciderait de plaider coupable une fois devant les jurés. C'est quelle affaire? Oh maman, c'est l'affaire Annie Woodrow. Tu te souviens de la femme de l'impresario de pop music? Et ton père ne croit plus à sa culpabilité? Il a parlé à son amie psychiatre clinicienne qui semble avoir semé quelques doutes dans son esprit. Prue Plunkett. La femme qui était hippie. Oui, celle-là. Et papa a l'air de croire qu'elle sait de quoi elle parle. Ça inquiète ton père, ça? Je sais pas trop, mais... il doit présenter les preuves au tribunal, donc il est un peu nerveux. Je veux dire que son boulot, c'est de réunir les preuves et de présenter les faits. Et c'est au juré de rendre le verdict. Mais je crois qu'il se sent responsable. Maman était une femme difficile à aimer. J'ai pas raison? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle était dure, n'est-ce pas? Nos relations ont eu des hauts et des bas. Mais nous avons tous aimé maman énormément. Ça veut dire tu manges ton repas et tu te la fermes. Pourquoi tu as dit que tu croyais Annie innocente? Je l'aime bien. Ce qui montre que tu connais rien à rien. La couronne va prouver, avec quasi-certitude, tuer, c'est-à-dire battu à mort, qu'elle voulait le mari de Frances, John Trevelyan. C'était un numéro local. Je l'ai reconnu. C'était celui des Trevelyan. Elle a fondu sur sa proie. Frances Trevelyan. Ma mère était trop gentille pour dire quoi que ce soit, mais on pouvait voir qu'elle la détestait. L'abandonnant dans une mare de sang. C'était Annie Woodrow. Annie Woodrow. Nous étions amis. Nous étions amis, de bons amis, je pense. Romantiquement ou sexuellement? J'ai bien réfléchi. Oui. Il faut que je sois au tribunal. Je vais y aller demain. T'es pas obligé de venir. Non, ça va aller. Je t'y conduirai. Il vaut peut-être mieux que j'y sois, moi aussi. Merci. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Si, tu vois. Tu vois parfaitement. Écoute, je comprends que tu trouves ton père merveilleux. C'est un dieu vivant. Pour toi, c'est normal, c'est ton père. C'est tout à fait naturel. Ce n'est pas la vie de tout le monde sur cette terre. Je t'assure qu'il ne m'intéresse pas. Pas une seconde.
Pourquoi je m'intéresserais à un pecno qui vend du blé, enfin? Excuse-moi. Bonjour, Georges. Les développements? Non, toujours pas. Il s'est passé quelque chose? Pas vraiment, chef. L'antiquaire, Jamie Kramer, est venu. Un peu bizarre qu'il traîne ici après que vous ayez présenté les preuves. Il passe pour être un homme à femme, d'après ce que j'ai entendu. Il n'y a aucune chance qu'il ait pu jouer un rôle? Avec qui, Frances ou Annie? Non, il a un alibi. Et je n'arrive pas à éliminer Lance Woodrow. Il a un alibi? Ah oui, je crois. Il y avait tout un orchestre de filles, les Hidden Agendas, qui a enregistré chez lui dans son studio toute la soirée. Vous savez où est Prue Plunkett? Je crois qu'elle est sortie. Oh? Tiens, bonjour, Tom. Puis-je vous poser une question? Je vous écoute. Pourquoi Annie a-t-elle décidé de mentir? Une situation impossible. Un mélange de gêne et de sensibilité. La cour. La cour devrait entendre vos réflexions. Vous savez que la défense a fini par me demander si je voulais témoigner. C'est vrai? Alors, c'est bien. Vous connaissez le juge dans cette affaire? Non, pas du tout. Moi si, je connais le vieux Masterson très bien. Il n'est pas terriblement emballé par les psychiatres et leur avis d'experts. Et il apprécie beaucoup que le témoin montre à la cour la déférence qui lui est due. Vous me suivez? Oh oui, c'est très clair. Le corps se trouvait sur le sol de la cuisine, comme vous pouvez le voir. La cause de la mort a été confirmée et est due à de graves blessures à la tête. Elles ont été provoquées par une casserole en fonte. L'heure de la mort? 7h30 de l'après-midi à une demi-heure près. Comment allez-vous, monsieur Kramer? Je n'aime pas trop entendre les détails sordides. Normal. Madame Beverly est bien rentrée chez elle? Mon aide n'a pas été nécessaire. Elle a utilisé le service d'aide aux témoins. Ça ne posait pas trop de problèmes. Le foyer se trouve au coin de son domicile. Vous savez que je vis là-bas maintenant? Bel endroit. Inspecteur-chef Barnaby. Voulez-vous nous dire pour quelle raison vos soupçons se sont portés sur Annie Woodrow? Oui, et quand j'ai demandé à Annie Woodrow où elle se trouvait à l'heure précise du meurtre, elle a répondu qu'elle n'avait pas quitté son domicile de la soirée. Mais quand j'ai interrogé Madame Beverly, elle a répondu avoir vu l'accusé qui se dirigeait vers le domicile des Trevelyan, très peu de temps auparavant. Nous avons pu établir que cela coïncidait avec la mort de Madame Trevelyan. L'accusé a menti. Quand je l'ai confrontée avec cette apparente contradiction, elle m'a dit... Je suis désolée, j'avais oublié. Elle m'a dit qu'elle avait Vraiment, oublié j'avais sa oublié visite que chez les j'allais Trevelyan parce qu'elle avait trop bu ce soir-là. Et sa mémoire n'était pas très sûre. L'accusé avait-elle mentionné cet abus de boisson quand vous l'avez interrogée la première fois? Non, non, pas du tout. Donc elle a changé sa version? Oui. Et pouvez-vous nous répéter ce que l'accusé vous a confié dans sa deuxième version des faits? Oui. Elle a dit qu'elle avait sonné. En fait, c'était une cloche avec une poignée au bout d'une chaîne. Mais il n'y avait pas eu de réponse, alors elle était revenue à son domicile. Et a-t-elle, au cours de cette version, expliqué pourquoi elle s'était rendue chez les Trevelyan? Oui. Elle a dit qu'elle voulait inviter la famille à déjeuner le dimanche suivant. A-t-elle expliqué pourquoi elle n'avait pas téléphoné? Oui, elle a dit qu'elle voulait les inviter en personne. Je vois. Mais dans les témoignages que nous avons entendus,
Madame Beverly a dit avoir aperçu l'accusé se dirigeant ce soir-là vers le domicile des Trevelyan. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi c'est important pour votre enquête? Voilà, je m'attendais à pouvoir relever les empreintes d'Annie Woodrow sur la poignée de la chaîne de la cloche, mais ça n'a pas été le cas. Les seules autres personnes à être entrées dans cette maison sont le mari de la victime, c'est-à-dire John Trevelyan, et sa fille cadette, Ed. Tous les deux avaient la clé de la porte d'entrée. Ils n'avaient donc pas à utiliser la cloche. Et Madame Woodrow avait insisté sur le fait qu'elle portait des gants à cette heure-là. Et c'était sa façon d'expliquer pourquoi ces empreintes n'ont pas été relevées sur les lieux. Toutefois, Madame Beverly a insisté aussi sur le fait que l'accusé ne portait pas de manteau et pas de gants quand elle l'a aperçu allant au domicile des Trevelyan. Vous considérez Madame Beverly comme un témoin fiable? Oui, bien sûr. Donc, où l'accusé n'a jamais tenu la poignée, où les empreintes ont été soigneusement effacées. Je crois qu'il n'y a guère de chance pour qu'on ait effacé les empreintes. D'autres empreintes d'individus qui ont actionné précédemment cette chaîne et qui ont été éliminées par l'enquête étaient là et étaient intactes. Pouvez-vous maintenant nous parler des empreintes de chaussures qui ont été trouvées dans le parterre de fleurs? Oui, je le peux. Nous avons découvert des traces récentes de chaussures dans le petit parterre de fleurs sous la fenêtre de la cuisine. Et elles correspondaient parfaitement à une paire de chaussures appartenant à l'accusée Madame Woodrow. L'accusée avait-elle mentionné le fait qu'elle avait marché sur ce parterre de fleurs? Non, à aucun moment. Et a-t-elle fourni une explication pour la présence de ces empreintes? Oui, elle m'a dit qu'elle avait totalement oublié, et une fois encore à cause de l'alcool. Et que, comme elle n'avait pas eu de réponse, elle avait regardé par la fenêtre de la cuisine en marchant sur le parterre de fleurs. Elle a pu voir que les lumières étaient allumées et elle voulait voir s'il y avait quelqu'un. Elle a dit qu'elle n'avait vu personne. Et c'était sa troisième version des événements. Elle ne l'avait pas mentionné auparavant. Et vous a-t-elle offert d'autres versions possibles de ces événements? Oui, j'ai suggéré qu'elle voulait vérifier que Frances Trevelyan était bien toute seule avant d'entrer par la porte de derrière qu'elle savait toujours ouverte. Mais elle a rejeté cette hypothèse. Dites-nous, inspecteur-chef, vous est-il venu à l'esprit que l'accusé pouvait avoir des gants dans la poche et les avoir mis après être passé devant le domicile de Madame Beverly, quand elle a commencé à sentir le froid, par exemple? Madame Beverly, dans son témoignage, a affirmé que l'accusé était en jean et ne portait pas de manteau. Ça veut dire que l'accusé aurait dû mettre ses gants dans la poche de son jean, ce que je trouve quelque peu improbable. Pourquoi? C'est un jean de luxe, très collant, petite poche. Il m'est aussi venu à l'esprit que si elle avait pensé à emporter des gants, pourquoi ne pas mettre un manteau ou une veste? N'est-il pas possible que Madame Beverly ait pu faire une erreur et que l'accusé portait en fait une veste légère, comme elle l'a dit dans sa déposition? Madame Beverly n'est pas une jeune femme. Sa vue s'affaiblit, elle ne porte pas continuellement ses lunettes, comme on l'a entendu. La nuit tombait. Est-elle vraiment ce que vous appelez un témoin fiable? J'évalue les témoins individuellement. Je les jugeais fiables. Je vois. Passons maintenant à la question de savoir s'il y avait quelque chose qui laissait entendre que l'accusé était bien entré dans la maison des Trevelyan ce soir-là. Bien, le fait qu'il y ait des preuves scientifiques qu'elle ait été dans la maison précédemment n'est pas incriminant parce que elle reconnaît être allée dans cette maison plusieurs fois au cours des semaines qui ont précédé cette soirée. Vous en convenez? Oui. Donc, y avait-il une preuve scientifique qui montrait que l'accusé était effectivement entré dans la maison ce soir-là? Un oui ou un non suffira. Non. Pardon? Non. Non. Donc, il n'y a pas de preuve que l'accusé se trouvait sur la scène de crime à l'heure où le meurtre a eu lieu. Ça s'est bien passé, non? On a peut-être créé un ou deux doutes, mais nous avons toujours à effacer vos fréquents changements d'avis. C'est une preuve terrible. Je vous l'ai dit, j'avais bu. Je vous l'ai dit. Il faudrait procéder au contre-interrogatoire de Trevelyan. Je pourrais peut-être le rappeler. Non, ne refaites pas témoigner John. Ne faites pas ça.
Je dois vous dire, Annie, que votre refus persistant de reconnaître que vous avez ressenti quelque chose pour John Trevelyan fait penser à de la mauvaise foi. Ça ne nous aide pas. Il ne s'est rien passé. Combien de fois Je veux citer le docteur Plunkett comme témoin. Prou? Oui, je crois qu'elle peut nous aider. Et ne me liez pas les mains cette fois. Annie, s'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Lance Woodrow. C'est à toi. Arrête. Monsieur Woodrow, voulez-vous nous décrire vos faits et gestes au cours de cette soirée? Je participais à une séance d'enregistrement à mon studio avec un groupe de musique pop, les Hidden Agendas, dont je suis le manager. La séance a commencé au début de l'après-midi et s'est terminée après minuit. Et vous avez un studio d'enregistrement professionnel à votre domicile? Ouais, c'est vrai. Et vous avez vu votre femme en début de soirée? Ah oui, je l'ai vu, il était vers les 7 heures. Elle semblait tout à fait normale. Vous a-t-elle parlé de son intention d'inviter les Trevelyan à déjeuner le dimanche suivant? Ouais. Il était allé chercher à boire dans le frigo. Dites-moi, monsieur Woodrow, vous connaissez votre femme, n'est-ce pas? Ah, je la connais assez bien. Donc, vous savez, par exemple, quand votre femme a un peu trop bu. Qu'est-ce que vous entendez au juste par un peu trop bu? Suffisamment pour qu'elle oublie complètement ce qu'elle a pu faire dans cet état. Je suppose. Ouais. J'imagine, moi aussi. Il faut être particulièrement ivre. Vous venez de nous dire que, quand vous avez vu votre épouse, aux environs de 7 heures ce soir-là, elle semblait tout à fait normale. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait normale. Donc, elle n'était pas ivre, au point de ne pas être capable de se souvenir de ce qui avait pu se passer. Je dois revenir. Entrez. Bonjour. Tom, entrez. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout se passe plutôt bien, je trouve. Oui, oui, en effet. L'assistante de Monsieur Woodrow s'appelle Felicity, je crois. Je l'ai bien vue échanger des paroles avec votre adjoint. Oui, en effet. Je crois que c'est une fille assez futée. Elle aimerait bien devenir la prochaine Madame Woodrow. Et c'est elle qui a suggéré de poser ces questions? Vous savez, est-ce que Lance remarquait si elle avait un peu trop bu ou non? Oui, c'est elle. On dit qu'on divorce plus au tort du conjoint. Mais si elle est condamnée pour meurtre, il y aura forcément des conséquences. Ça, elle aura pas de grosses dépenses au fond de sa cellule, pas vrai? Ah oui, c'était vrai. Pas aujourd'hui, merci. C'est Barnaby. Elle est obligée de répondre. Je suis désolé, ma belle. Enfile quelque chose et t'as qu'à dire qu'on travaille. Oh, Monsieur Barnaby, Monsieur Woodrow est malheureusement occupé en ce moment. Mademoiselle Winter, vous goûtez, semble-t-il? J'ai pris une petite douche.
À vrai dire, c'est à vous que nous venons parler. Vous permettez? Merci. À moi? Mais pourquoi? Oh, 2 ou 3 questions. Nous aimerions savoir, Felicity, pourquoi, à votre avis, Lance Woodrow vous a demandé de suggérer au procureur de procéder à différentes questions sur l'ivresse de son épouse. J'en sais rien. Donc, il vous l'a bien demandé. On aimerait parler à M. Woodrow maintenant, s'il vous plaît. C'est beau, un mari qui défend son épouse. Jones, cette table, j'en ai déjà vu une comme ça. Si c'est pas celle-ci, c'est une qui lui ressemble. Monsieur l'inspecteur-chef. Monsieur Woodrow. Felicity vous a dit pourquoi nous sommes ici? Ah, pour tout vous dire, j'ai quelque mal à assumer cette situation. Alors pourquoi avez-vous poussé le procureur à poser des questions sur l'ivresse de votre femme? Ça me brise le cœur de vous dire ça, mais... j'ai commencé à avoir des doutes à propos de ma femme et de son innocence. Ah ouais. Qu'est-ce que je pouvais faire, alors? Oh, vous dites que c'était dans l'intérêt de la justice? Oh, dans ce cas, je vous remercie. Et maintenant, sur un tout autre sujet, cette table que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, elle est magnifique, dites-moi. Ah, vous avez l'œil, monsieur l'inspecteur-chef. Oui. Jamie Kramer. Bonne qualité. 1870. 5. 5, oui. Sculpté, noyé. Ah, ça vaut son petit paquet. Hein. Ça, je n'en doute pas une seconde. Je sais où j'ai déjà vu cette table et les vases. Madame Beverly? Qui est là? Tom Barnaby et l'inspecteur Jones, on peut entrer? Oh oui, oui bien sûr. Je vous en prie, je suis dans ma chambre. Je ne l'avais pas remarqué, mais toutes les antiquités qu'elle avait dans l'ancienne maison ont disparu. J'ai eu des petits vertiges bizarres. Le médecin a dit que je devais rester dans mon lit. Une angine. Oh, je crois que les portes du paradis sont de moins en moins à l'horizon. Mais cela dit, je n'aurais jamais cru tenir aussi longtemps. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis navré si la question vous paraît curieuse, mais... Vous savez, les jolis meubles que vous aviez dans l'ancienne maison, je peux vous demander où ils sont passés? C'est Jamie qui s'est chargé de ça. C'est très aimable de sa part, et c'est lui qui a trouvé ceux qui sont là? Oui, c'est exact. Ils sont beaucoup plus pratiques pour moi. Puis-je vous demander quels ont été vos arrangements financiers? Oh, il ne m'a rien facturé du tout. Il s'est montré très utile, aussi bien pour la vente de la maison que pour le reste. Ah, il s'est occupé aussi de la vente de la maison? Oh, en fait, je ne suis pas censée en parler aux gens, mais c'est vrai, oui. Je suppose que quand il a appris que vous vouliez déménager, il est venu vous dire qu'il voulait acheter la maison. Oui, c'est exact. Or, pour éviter les intermédiaires. Vous n'êtes pas passé par une agence, alors? Non. On a évité de verser une commission grotesque. Il a fait évaluer la maison par un de ses amis dont c'est le métier. Jamie est le fils d'un de mes plus anciens amis. Il n'y a aucun problème. S'il vous plaît. N'en parlez à personne, surtout. Bien sûr que non, si vous ne le souhaitez pas. En fait, on a pu échapper aux taxes diverses. Et toute la paperasserie qui va avec. On n'a rien versé. Mais la maison a été estimée à quelle valeur? 310 000 livres, monsieur l'inspecteur. Nous l'avions acheté 85 000. Avez-vous par hasard mentionné ceci à Frances Trevelyan? Eh bien, oui, je lui ai dit.
Elle a promis qu'elle n'en parlerait à personne d'autre. Comment le savez-vous? Dites-moi, vous pouvez vous rappeler quand exactement vous avez parlé de tout ceci à mademoiselle Trevelyan? Oh, à mon avis, ça remonte... ça devait être la dernière fois que je l'ai vue. Voulez-vous nous excuser 2 petites minutes? C'est tout de même 150 000 livres inférieurs à la valeur actuelle. Oui, il y a déjà ça. Et il y a aussi les meubles et les antiquités. Cette vieille dame s'est fait escroquer de main de maître. C'est plutôt curieux que Frances Trevelyan l'ait appris le jour où elle a été tuée. Elle a certainement dû être offusquée. Et elle a certainement dû demander une explication à Jimmy. Vous croyez qu'elle lui a demandé de venir chez elle ce soir-là? Si elle l'a fait, et s'il y est allé, ça veut dire que l'alibi de Jamie est faux et que son vieil ami, Mark Thomas, ment pour l'aider. Le reporter. Il m'a demandé ce que je faisais au tribunal. Je croyais qu'il essayait de flairer une histoire. Il était peut-être inquiet. Vous croyez qu'il était complice? Il y a peu de chance. Je ne crois pas que le meurtre ait été prémédité. Moi, je crois qu'il a plutôt dépanné un vieux copain. Bon sang. Je les ai interrogés l'un comme l'autre après l'arrestation d'Annie. C'était la suspecte numéro 1, pas eux. Tout le monde le savait. Je cherchais juste à découvrir d'autres preuves à charge contre elle. D'un autre côté, Mark Thomas était peut-être au courant de ce qui s'était passé et il a délibérément protégé son ami. Peut-être même qu'il est mêlé à cette escroquerie et qu'il a touché une partie des bénéfices. Il ne faut pas dévoiler tout ce que nous savons, n'est-ce pas? S'il est dans le coup avec Jamie, je crois qu'il faut qu'on s'avance prudemment. D'accord? Madame Beverly, est-ce que Frances Trevelyan a laissé entendre qu'elle pourrait discuter de tout ceci avec Jamie Kramer? Vous insinuez que Jamie m'aurait escroqué? Madame Beverly, ces choses dont Jamie vous a parlé pour la maison, les fameuses taxes et la paperasserie qu'il a demandé, c'était du charabia, c'est tout. Oh, c'est votre avis de professionnel, sergent. Non, officier. Oh. Écoutez, il n'y a pas de raison valable pour que vous ne parliez pas du prix. Il ne voulait simplement pas que quelqu'un vous dise la vraie valeur de la maison. Mais ses parents sont mes meilleurs amis. Ce n'est pas grave, Madame Beverly, ça ne fait rien, on va oublier. Et pourquoi demandez-vous si Frances a parlé à Jamie? C'est une hypothèse. Vous savez que... il m'a demandé à nouveau de ne rien dire quand il m'a emmené au tribunal. Pourquoi aurait-il fait ça? Monsieur Barnaby. Désolé de vous déranger, vous avez une minute? Je suis plutôt débordé avec cette histoire de procès. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je veux simplement vérifier une petite chose. Vous savez ce que c'est? Il s'agit d'une rumeur. Monsieur Jamie Kramer aurait eu une violente dispute avec Frances Trevelyan. À propos de quelque chose. Vous êtes au courant? Une dispute? Oui, juste avant d'être tué. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Je suis désolé, est-ce que ça a un rapport avec moi ou vous insinuez que c'est une nouvelle qui est importante parce que j'avoue ne pas comprendre? Donc vous n'en avez jamais entendu parler? Non. D'accord. Merci. Désolé de vous avoir dérangé. Continuez. C'est très bien. Mon bébé, c'est bien. C'est Mark Thomas. Allez, viens avec moi. Mark? Il veut rien me dire. Pour je ne sais quelle raison. Mais il parle à quelqu'un. Comment va Madame B? Elle voulait du whisky, mais j'ai réussi à la persuader de se contenter d'une tasse de thé. Elle voudrait vous parler. Vous avez joint l'agence immobilière? J'ai des nouvelles très intéressantes. Elle a pu donner une estimation assez précise parce qu'elle a fait une expertise de la maison peu de temps après son acquisition par Jamie. Il voulait faire des travaux. Alors elle l'a évalué à au moins 140 000 livres de plus. Et il y a autre chose. Jamie remet la maison sur le marché et il veut qu'elle vienne l'estimer à nouveau. Je lui ai donné son manteau et je l'ai fait partir. Et Frances et les filles sont encore là. Il est définitivement parti. Je l'ai trouvé de mauvaise humeur ce soir.
Il a dit un truc à propos d'un sinistre pecno vendeur de blé. Il ne se sentait pas bien. Je suppose que quelqu'un lui a dit quelque chose. Ah, Lance! Je ne m'intéresse pas une seconde à lui. Pourquoi je serais intéressée par un pecno qui vend du blé, enfin? Maintenant, je m'inquiète pour Madame Beverly. Il pourrait essayer de la tuer. Elle était en sécurité tant qu'elle était un témoin à charge contre Annie, mais elle est en danger maintenant. Cette maison présente trop de risques. Nous devons la persuader d'aller habiter ailleurs. Une maison de retraite, peut-être? Il ne reste plus qu'à la convaincre. C'est hors de question. Ça n'est que provisoire. Je peux en parler au médecin. Je n'irai nulle part. Monsieur Barnaby, vous pensez vraiment que Jamie est un meurtrier? Eh bien... Bon. Et comment comptez-vous le démasquer? C'est pour ça que je veux que vous déménagiez. Ça risque de prendre quelque temps. Pourquoi, si vous êtes sûr que c'est lui? Madame Beverly, séduire une dame pour lui soutirer de fortes sommes est peut-être plutôt répréhensible et malhonnête, mais ce n'est pas un délit en tant que tel. Et comme pour l'instant, nous n'avons aucune preuve tangible qui le lie au meurtre, ça risque de prendre quelque temps. Mais vous n'avez pas le temps, inspecteur. Annie Woodrow va bientôt être condamnée pour ce meurtre. Comment comptez-vous obtenir cette preuve? Dites-moi, inspecteur, vous croyez réellement qu'il y a une chance que Jamie veuille essayer de me tuer? Ne vous inquiétez pas pour ça, Madame Beverly. Je vais lui faire peur. C'est peut-être pas une bonne idée. S'il était surpris en train d'essayer de me tuer, vous pourriez être capable de le pousser à avouer? À mon tour de vous dire, c'est hors de question. Je crois que c'est à moi d'en décider, non? Et si je décide de rester ici, vous ne pouvez pas vous y opposer. J'ai comme l'impression que vous oubliez un obstacle majeur ici. Si nous devons l'arrêter pour une tentative de meurtre, il devra essayer de vous tuer. Oui, mais vous l'en empêcherez, inspecteur. L'un de vous peut se cacher dans l'armoire et puis surgir à la dernière minute. Oui, mais il y a bien des façons d'essayer de vous tuer, Madame Beverly, et on pourrait ne pas pouvoir l'arrêter à temps. Je pense à un couteau ou à un gros coup sur la tête. Je crois très sincèrement que... Oh, non. Il va essayer sûrement de m'étouffer. Je suis censée quitter ce monde à tout moment, et Jamie le sait. Alors, s'il m'étouffe, on pourra croire à une mort naturelle, et il aura toutes les chances de s'en sortir. Pourquoi me poignarder, voyons? Il ne fera jamais ça. Et quand il essaiera de m'étouffer, vous aurez tout le temps pour l'en empêcher. Si Jones est caché dans l'armoire, comment saura-t-il qu'il faut en sortir pour vous sauver? Vous voulez ouvrir le tiroir du haut pour moi, s'il vous plaît? Celui-ci. Maintenant, vous pouvez me passer cette boîte de conserve avec le klaxon? Merci. Ce sera mon signal. C'est ma preuve qui a envoyé Annie au tribunal et votre travail. C'est donc à nous de faire quelque chose. Ça n'est pas une bonne idée. Oh, bien sûr, il faudra sans doute le provoquer un peu pour qu'il agisse. Rien de trop évident. Qu'avez-vous à l'esprit? Vous êtes d'accord alors? C'est Jamie Kramer? Oui, c'est lui. C'est le téléphone de Jamie? Oui. Il se dirige vers la sortie. J'espère que ça va marcher. Allô?
Je viens d'avoir un appel de Madame Beverly. Elle a dit qu'elle avait entendu parler du déménagement et elle voulait savoir quel était le prix demandé. Jamie? Qu'est-ce que tu lui as raconté? J'ai rien raconté du tout. J'ai juste dit qu'on était au début et que tu réfléchirais. Elle veut que tu lui téléphones. Qu'est-ce qui se passe, Jamie? Veuillez vous lever. Assez de place? Docteur Plunkett, dans votre rôle de psychiatre clinicienne, décririez-vous l'accusé comme un personnage avec un fantasme obsessionnel? Non. Je dirais que c'est une femme d'un niveau intellectuel élevé, qui n'était pas totalement satisfaite par sa vie. Mais bien sûr, c'est vrai pour la plupart d'entre nous. Avez-vous vu Annie Woodrow en compagnie de John Trevelyan? En plusieurs occasions. Diriez-vous qu'elle était attirée par John Trevelyan? Oui, bien entendu. C'était une des infortunes de la vie. Les deux étaient mariés et lui avait épousé son ami d'enfance. Ils ont dû penser tous les deux qu'une relation intime entre eux leur était interdite. Vous nous dites qu'à votre avis, John Trevelyan était aussi attiré par Annie? Je suis désolée, interprétation. J'essaie simplement d'établir s'il s'agissait d'une situation de harcèlement obsessionnel ou d'une malheureuse attirance mutuelle. Continuez. Docteur Plunkett? Il n'y a aucun doute pour moi. L'attirance était mutuelle entre eux. Il y a eu une occasion à un dîner pour une œuvre caritative. Annie et John étaient assis l'un en face de l'autre et j'ai pu observer de près ce qui se passait. Ils essayaient de cacher désespérément ce qu'ils ressentaient, mais il y avait une telle dose d'électricité dans l'air entre eux, ils pouvaient à peine respirer, encore moins se parler. Et Annie et John sont des gens normalement bavards. Avant la mort de Frances, en tout cas. Ils étaient donc amoureux l'un de l'autre? D'une manière embryonnaire. Mais ce que vous nous dites, c'est que vous ne vous attendiez pas à ce que l'un des deux fasse le premier pas, parce qu'ils respectaient leurs engagements maritaux. Ils craignaient de se heurter à la famille de John et de faire souffrir leur partenaire. Oui, c'est ça. La disposition d'esprit et les motifs que vous prêtez à l'accusé sont ceux d'une personne d'une certaine moralité. Ce n'est pas le genre de personne qui serait capable de commettre le crime prémédité pour lequel Annie est accusée. Oui, j'en conviens. Mais il y a quand même un problème avec votre analyse. Cette personne d'une soi-disant moralité a changé sa version de l'histoire plusieurs fois. Ne jouons pas sur les mots, elle a menti. Comment expliquez-vous que quelqu'un qui a constamment menti lors des interrogatoires à la police puisse être décrit comme ayant une moralité? Spéculation. Non, j'essaie simplement de demander à une psychiatre clinicienne, qui est aussi une experte, de donner son opinion sur le fait que l'accusé ne dise pas la vérité. Est-ce en rapport avec l'impression de culpabilité chez les jurés ou autre chose? Docteur Plunkett, pouvez-vous nous dire quel crédit le tribunal peut donner à l'opinion d'une psychiatre clinicienne sur ce genre de problème? Je ne crois pas que ce soit à moi de répondre. Mais il s'agit plus d'une réflexion intellectuelle que d'une théorie psychiatrique complexe. Juste du bon sens commun basé sur ma connaissance de la situation. Procédez avec prudence. D'après vous, pourquoi l'accusée a-t-elle menti à la police? Je crois qu'Annie a menti parce que la vérité était trop embarrassante pour elle. Elle m'a dit la dernière fois que je l'ai vue, une semaine avant la mort de Frances, qu'elle allait passer davantage de temps à Londres. Elle m'a dit qu'elle n'aurait plus autant de temps à consacrer aux œuvres caritatives. Mais j'étais sûre qu'elle allait complètement abandonner. J'ai été surprise parce que je savais qu'elle aimait beaucoup ce travail. J'ai supposé que c'était à cause de ce qu'elle éprouvait pour John Trevelyan, et c'était trop difficile pour elle de le voir aussi souvent. Je lui ai demandé si c'était le cas. Elle a nié.
Elle a dit qu'elle ne ressentait strictement rien pour lui. En fait, je me rappelle qu'elle a été un peu grossière à son sujet. C'est un mécanisme de défense classique pour quelqu'un qui est amoureux. Je crois qu'il a quitté le tribunal. Il va peut-être là-bas. Merci, chef. Soyez prêts, tout le monde. D'après vous, pourquoi Annie Woodrow est-elle allée chez les Trevelyan ce soir-là? Je crois qu'elle voulait dire quelque chose à John avant de partir. C'était peut-être passé quelque chose entre eux, je ne sais pas. Mais je crois qu'elle espérait le trouver seul. Les portes du garage étaient fermées. Elle ne pouvait pas voir quelle voiture était là. Et elle a vu la lumière dans la cuisine et qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Elle a essayé de voir qui était là à travers les rideaux, d'où les empreintes de pas. À mon avis, elle a vu que Frances était là, seule, et c'était pas ce qu'elle voulait. Alors elle est rentrée chez elle. Si Annie avait dit à la police qu'elle voulait voir John seule, ça aurait pu insinuer, même si c'était injustifié, qu'elle avait une sorte de liaison avec lui. Et je crois qu'elle n'aurait pas pu le supporter. Quelque chose en vue? Négatif. Dites-moi, Dr. Plunkett, on a déjà prouvé que vous aviez tort dans votre analyse d'un problème ou d'un comportement humain. Oui, bien sûr. Donc vous êtes faillible. On ne peut accepter ce que vous dites comme la parole de Dieu. J'ai précisé que ce que j'ai décrit n'était qu'une opinion. Nous avons entendu d'autres déclarations sur les comportements de l'accusé et des interprétations très différentes. Avaient-ils tous tort? J'ai essayé de faire preuve d'objectivité, mais j'accepte qu'il puisse y avoir des partis pris. La question est... combien? Je voudrais maintenant évoquer votre version imaginative de ce qui aurait pu se passer ce soir-là. Un individu de sexe masculin approche. Une version que même l'accusée n'a pas osé présenter. Mais avec elle, on ne sait jamais. Il est possible qu'elle change à nouveau son histoire. Mais un tribunal ne tient compte que des faits. Et non pas des spéculations fantaisistes inventées par une amie de l'accusé. Alors, pouvez-vous dire à la cour s'il existe un simple début de preuve, solide et tangible, qui puisse confirmer votre extraordinaire version des faits? Qui est là? Qui est-ce? Pourquoi tu ne m'as pas dit qui tu étais? Tu m'as fait une de ces peurs. Tu voulais me voir? Alors, tu vends la maison? Disons qu'on étudie différentes possibilités. Jamie, je sais quel prix a été demandé. Il est bien supérieur à celui que tu m'as payé. Elle a pris de la valeur. J'ai découvert aussi quel était le bon prix de la maison il y a 10 mois. En fait, tu aurais dû me payer près de 140 000 livres sterling de plus. Tu étais parfaitement satisfaite du prix à cette époque. Je t'avais fait confiance. 140 000 livres sterling. Voilà ce que je veux. Tu pourrais avoir de gros problèmes si j'allais à la police. Et si tu ne me donnes pas ce qui m'est dû, c'est exactement ce que je vais faire. Je ne sais plus. On essaie de venir en aide aux gens et voilà où ça vous conduit. Tu as accepté un prix, un point c'est tout. L'affaire est classée. Si tu veux le dire à la police ou à quelqu'un d'autre, tu peux y aller. Fais ce que tu veux. Jamie! Qu'est-ce qui se passe? L'individu est assis dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours à la même place. Ah non, attendez, une seconde.
Il redescend de la voiture. Il se dirige vers la maison. Je coupe la radio. Attention, c'est reparti. Est-ce qu'il a... Non, je vous remercie. Je passe le mot. Merci. Oui? Enfin, une bonne nouvelle. J'ai trouvé que l'officier de police avait pris son temps pour sortir de l'armoire. Mais je crois que j'en survivrai. À vrai dire, il est devenu inspecteur. Je viens d'avoir une nouvelle. Félicitations. Oh, bravo, joli travail, inspecteur. Vous savez que si cette opération avait mal tourné, vous auriez pu faire une croix sur votre promotion? Et moi, j'aurais pris ma retraite anticipée pour raison de santé. Nous viendrons au poste dans une demi-heure. Avec, nous l'espérons, un complice. Vous me l'enfermez jusqu'à notre arrivée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? À mon avis, Jenny Kramer est arrivée au domicile des Trevelyan juste après le départ d'Annie. Êtes-vous certain de... Frances lui a ouvert. Elle l'attendait. Je crois qu'elle voulait lui donner un ultimatum. Ou il annulait ses arrangements avec Madame Beverly et la maison était vendue par une autre agence immobilière, ou elle dévoilait sa petite combine au monde entier. Je crois qu'elle a téléphoné à Madame Beverly parce qu'elle voulait le voir annuler tout ce qui avait été arrangé. Mais au lieu de ça... Vous avez interrogé les témoins? Il l'a tué. Qui est à l'appareil? Allô? Et puis, calmement, il a raccroché. Il semble que quelqu'un d'autre aurait avoué avoir commis le meurtre de Frances Trevelyan. Dans ces circonstances, le procureur a décidé de retirer toutes les charges qui pèsent contre l'accusé. Madame Woodrow, vous êtes libre dès cette seconde. À mon avis, il a dû penser qu'il ne faisait que dépanner un ami qui s'était mis dans une situation délicate. Il va sans doute changer d'avis.
C'est fantastique! Alors, j'avais pas dit qu'elle était innocente? C'est un grand jour pour la justice! Eh, viens, ma belle, la voiture est garée au coin, je te ramène. Nous savons, toi comme moi, que ça n'arrivera pas. Oh, bien sûr! Tu veux fêter la victoire avec ton équipe juridique? Ben, je comprends, bien sûr! Alors, tu m'appelles? Bien joué! Très bien joué! Qu'allez-vous faire maintenant? Je ne sais absolument pas. Je suis désolé. Il n'y a aucune raison pour que tu le sois. Oh, je crois que si. Tu as été très gentil avec moi après. Quand tu as eu besoin d'aide. Non, tu avais ta famille à protéger. Et bien d'autres choses. Est-ce qu'on peut se parler? S'il te plaît, je voudrais juste essayer. D'accord. Je vous remercie. De rien. S'il vous plaît, on peut vous poser une question? Comme je vous le disais. Joli coup, papa. Merci. Tu as pris certains risques. Je vous ai trouvé impressionnante aussi. Ça n'aurait pas été aussi efficace sans le coup de génie de votre père. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr. Et il faut que j'aille au poste pour clore l'enquête. Ça ne t'ennuie pas de rentrer seul? Oh, aucun problème. Ne t'inquiète pas. Et merci. Merci pour tout. Au revoir, Tom. L'amour est parfois bizarre.